We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. The event will happen next year on June 14th, President Trump's 80th birthday. It will include fireworks and light shows, fighter weigh-ins at the Lincoln Memorial, and activities spread across the National Mall. Donald Trump, let's go open the White House. I'm coming. L'UFC viendra à la Maison Blanche en juin 2026 pour organiser un grand événement comme on l'a eu avec l'UFC 300 en 2024. Si pour l'instant rien n'a été annoncé, Dana White nous a dit en conférence de presse que les combats avaient été officialisés, manquait plus qu'à les annoncer. Donc dans cette vidéo, avant que les premiers combats soient officialisés, j'aimerais faire une petite vidéo pronostic avec 12 combats qui pourraient être officialisés pour la Maison Blanche. 12 combats assez intéressants qu'on pourrait donc retrouver en juin. Vous allez voir qu'on a quand même des combats très intéressants, des combats pour le titre, des combats avec pas forcément un grand enjeu mais qui peuvent faire plaisir à l'UFC, qui peuvent faire plaisir à Donald Trump. On le sait, les États-Unis vont normalement briller dans cet événement avec plusieurs combats impliquant des combattants des États-Unis. Donc ça serait pas déconnant d'avoir une grosse carte avec beaucoup de combattants des États-Unis qui font des gros combats et qui peuvent potentiellement gagner beaucoup de place dans les rankings. Donc on va voir ensemble 12 combats possibles pour la Maison Blanche. C'est vraiment une carte, vous allez voir, on va partir des premiers combats de la carte préliminaire jusqu'à la main card avec le main event. Vous allez voir, je vous ai préparé 12 petits combats, je vais vous expliquer pourquoi je les ai mis là, pourquoi ils sont intéressants, pourquoi ça risque d'arriver. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et nous on est parti pour cette petite vidéo pronostic des combats qui peuvent arriver pour l'UFC à la Maison Blanche. Le premier combat, je pense que l'UFC vont vouloir marquer le coup en faisant quand même en premier combat quand même quelque chose d'assez énorme. Donc moi j'ai mis Alex Perez contre Brandon Royval, deux combattants des États-Unis, catégorie des flyweight. Souvent ils aiment bien commencer sur des petits combats des flyweight, c'est divertissant. Donc je trouve que c'est un combat qui est assez intéressant. Alex Perez a commencé l'année en mettant un joli KO. Je pense qu'il va avoir par la suite un combat vers le top 5. Brandon Royval, malheureusement, il est sur une petite série de défaites. Son dernier combat contre Manel Kape, il s'est pris un KO au premier round. Va falloir lui donner quelqu'un vers le top 10. Globalement, c'est parfait niveau classement, niveau rankings. On a deux combattants qui ont le mérite sportivement de s'affronter. Et en plus, ça fait deux combattants des États-Unis. Pour ouvrir cette carte, on est sûr d'avoir un combattant venant des US qui va remporter le combat. Donc je pense que ça fera plaisir à l'UFC, plaisir à Donald Trump, etc. Et puis sur le papier, les flyweight de 1, c'est toujours divertissant. Et Alex Perez et Brandon Royval, à mon avis, sur le papier, ça peut pas se louper. On est pratiquement obligé d'avoir un bon combat. Donc pour ouvrir cette carte de la Maison Blanche, je trouve ça assez intéressant et assez cool sur le papier. Le deuxième combat, là, ça fait peut-être un peu plus débat déjà. Colby Covington contre Mike Malott. Alors Colby Covington, évidemment, on l'aime pas énormément. Est-ce que c'est un personnage ou pas? Je pense que même s'il doit jouer un personnage, il est quand même, c'est quand même une sacrée merde dans la vraie vie. Donc évidemment qu'on l'aime pas. Il affronte Mike Malott que j'aime pas du tout parce que son dernier combat contre Kevin Holland, franchement c'était n'importe quoi. Il met 40 coups dans les parties de Kevin Holland. L'arbitre dit à Kevin Holland, si tu veux pas continuer alors que tu vas te prendre un coup illégal, bah tu perds le combat. Alors que de base c'est l'inverse. Mais bon voilà, allez, on va passer outre. Mike Malott il est au top 15. Colby Covington, je crois qu'il est classé 12, 13e de la KT. Je sais pas comment il est classé avec autant de défaites d'affilée. Mais bon voilà, autant faire ce combat, c'est toujours intéressant. Un mec des États-Unis contre un Canadien. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être un bon combat sur le papier. Les deux ne seront pas appréciés par les fans. Peut-être que ce combat nous fera aimer Mike Malott. Dans tous les cas, voilà, je pense que ça va être un combat qui est un peu intéressant. Et puis Colby Covington, c'est quand même un ancien champion. Je pense qu'il a quand même le niveau pour battre Mike Malott. Ça fera plaisir à Dana White et à Donald Trump de voir un mec des États-Unis vraiment pro USA, pro Donald Trump gagner un combat. Voilà. Je pense que c'est un combat qui peut se faire, pas sportivement parlant, mais plus politiquement parlant. Voir une donne en tête à Colby Covington, un mec vraiment pas classé, qui a la tête sur une défaite, juste pour dire que Colby Covington gagne un combat. Il est pro Donald Trump, il va faire une interview après combat où il va se prendre pour le roi du monde avec un drapeau des US, sucer Donald Trump pendant 30 minutes.
voilà, c'est quelque chose que je vois bien arriver. Et je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Donc pour ce deuxième combat, Colby Covington contre Mike Malott, pour moi ça reste possible. Ensuite, le troisième combat, Derrick Lewis contre Shamil Gaziev. À mon avis, Derrick Lewis sera sur cette carte. Il a un peu, voilà, il aime bien les US, etc. Combattant des États-Unis. Je pense qu'il sera sur la carte comme un autre combattant des heavyweights qui, à mon avis, sera sur la carte, peut-être plus haut parce que Derrick Lewis, malheureusement, avec son dernier combat, ça donne pas une très bonne image de lui, parce que bon, perdre sur un jab, c'est un peu, voilà, c'est un peu chelou. Quand il a perdu le combat, on aurait plus dit qu'il avait abandonné, qu'il voulait arrêter le combat, etc. Donc je sais pas trop, mais dans tous les cas, je pense que voilà, s'il est sur la carte de la White House, je pense qu'ils le mettront sur la carte préliminaire. Et je le mets contre Shamil Gaziev qui a perdu son dernier combat contre Waldo Cortez Acosta, parce que à mon avis c'est un combat à peu près facile pour Derrick Lewis. Et bon, franchement, on a tous envie de voir Derrick Lewis claquer un petit KO, faire sa célébration, enlever son short, faire le con, faire une petite transmission au micro à la con avec Donald Trump ou je sais pas quoi. Pourquoi pas, voilà, ça peut être intéressant, ça peut être divertissant. Je pense que la carte de la Maison Blanche, ça vise aussi les combats divertissants, les petits moments un peu rigolos. Je pense que voilà, Derrick Lewis, c'est un peu la promesse d'un combat où il y aura un finish, et souvent s'il gagne, voilà, une célébration un peu drôle pour faire rigoler, pour faire le tour des réseaux sociaux. Voilà, il finira aux news, ce combattant a enlevé son short devant Donald Trump. Voilà, ça sera marrant, ça sera rigolo. Voilà, mais je pense que c'est pas non plus le combat le plus dingue sportivement parlant, mais je pense que c'est un combat qui est assez plausible. Ensuite, combat un peu plus intéressant chez les lightweight, Jalin Turner contre Grant Dawson. Les deux sont américains. Jalin Turner avait pris sa retraite. Il est revenu, il a battu Edson Barbosa en décembre. Je pense qu'il peut revenir à la Maison Blanche, affronter Grant Dawson, qui s'est pris un KO contre Manuel Torres. Grant Dawson, je trouve que c'est un des lightweights les plus mauvais de la KT. Il est assez mauvais, je trouve. Malheureusement, voilà, au moins, on aura la preuve. Est-ce qu'il a le niveau ou pas? Jalin Turner, c'est très solide. Si Jalin Turner, ok, c'est solide, il mérite d'être dans le top 15. S'il perd contre Jalin Turner, il retourne dans les non classés. Et Jalin Turner, lui, rentre dans les classés. Donc, dans tous les cas, c'est un peu un win-win pour l'UFC et pour les États-Unis. Un combattant des US va briller dans ce combat. Donc, je pense que c'est un combat qui peut se faire. Je pense qu'il y aura quand même quelques combats États-Unis contre États-Unis, même si c'est pas inintéressant de faire États-Unis contre les autres pays du monde. Mais voilà, je pense qu'un combat États-Unis, c'est assez intéressant, surtout dans ce genre de cas où ça peut permettre à un des deux combattants de vraiment s'établir dans le top 15 de sa KT. Ensuite, on en a parlé, Curtis Blades contre Waldo Cortez Acosta. Je trouve que c'est un combat intéressant qui pourrait se faire aussi sur d'autres cartes. Mais pour moi, si ça se fait, c'est parce que Curtis Blade, il est américain, et que Acosta, globalement, certes, il est bon, mais c'est contre des mecs du top 15. Delija, on sait pas trop ce qu'il vaut. Gaziev, malheureusement, on sait que c'est pas non plus le haut niveau. Derrick Lewis, ça commence, mais bon, on a vu que la perf était vraiment pas dingue de Derrick Lewis. Je pense que c'est ce qu'on va se faire, Curtis Blade va gagner. Donc ça ferait plaisir, parce que Acosta, il a une grosse hype. Curtis Blade, il a gagné son dernier combat. Donc voilà, au moins on peut faire une grosse hype autour de Curtis Blade. Malheureusement, il s'est pris un KO en 1 minute contre Thomas Spinal. Il bat Kuniev, je crois, Dynamic Contender Series pour son premier combat. Donc maintenant, il peut affronter un mec bien solide. Voilà, fini des mecs qui débutent. Le mec est dans le top 5 de sa KT. Il affronte Acosta pour, on va dire, le numéro 2 de la KT. Donc je pense que c'est un combat qui peut être intéressant, et un combat que Curtis Blade peut gagner. Donc ça ferait plaisir pour les US de voir un combattant des États-Unis mettre fin un peu à la hype Acosta, qui a quand même en quelques mois pris une hype de dingue. Si Curtis Blade, évidemment, combat pour le titre, je dirais, lors de son prochain combat. Mais à mon avis, Curtis Blade va gagner et certainement affronter, pourquoi pas, un Volkov. Je pense que ça va être intéressant. Mais en tout cas, en général, Curtis Blade, Acosta, je suis très chaud. À mon avis, c'est ce qui va se faire. Acosta avait dit sur les réseaux qu'il voulait affronter Curtis Blade. C'est un combat assez intéressant. Ça ne me sonne pas si c'est annoncé avant la Maison Blanche. Mais à mon avis, on peut faire ça à la Maison Blanche. Ça peut être très intéressant. Ensuite, je vous avais dit qu'on allait en parler. Je pense que vous voyez de qui je voulais parler tout à l'heure. Josh Kidd contre le perdant de Spivak contre Delija. Alors je sais pas encore au moment où je tourne qui a perdu.
Et pour moi, il va affronter le perdant, qui sera à mon avis Spivak. C'est un combat assez simple pour Joshua Kidd. Joshua Kidd, il a vraiment le personnage un peu de Colby Covington, très Hulk Hogan un peu aussi, vraiment très US, très patriote. Je pense qu'ils vont vouloir le mettre un peu haut sur la carte. Ils vont vouloir lui donner un bon combat, un combat pour être classé chez les heavyweights, et un combat un peu facile, parce que si Spivak perd, Spivak pour moi il est très très mauvais, donc facile pour Joshua Kidd de finir classé, et si Spivak bat Delija, c'est que Delija il est quand même assez mauvais. Donc une belle victoire pour Joshua Kidd en préparation. Pour moi, son prochain combat ça sera offert. J'ai un peu de doute sur le matchmaking parce que Joshua Kidd a quand même dit sur les réseaux que son prochain combat était déjà signé. Donc normalement ce sera un combattant qui a pas de combat signé pour l'instant. Donc je pense qu'il va affronter Derrick Lewis, mais pour moi c'est un peu plus risqué que le perdant de Spivak Delija. Donc pourquoi pas. Franchement, dans tous les cas, il affrontera un mec classé. Je pense que ça peut le faire pour son prochain combat. Joshua Kidd, il peut très vite devenir une star, le mettre à la Maison Blanche dans un combat pour qu'il devienne classé. À mon avis, c'est très fort. Ça peut vraiment le faire passer un peu d'une petite star à une grosse star. Il peut lâcher vraiment une conférence de presse après le combat assez dingue. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'il peut faire un très bon combat contre le perdant de Spivak Delija et finir classé et devenir une grosse star chez les heavyweights. Et croyez-moi, quand on voit l'état de la KT, on a vraiment envie qu'il y ait une nouvelle star qui arrive. Et enfin, pour finir la carte préliminaire de l'UFC à la Maison Blanche, j'ai mis Bonical. Bonical, malheureusement, il est un peu surcoté. Je trouve qu'il est un peu surcoté, mais son dernier combat, il a mis un très joli kick. Après, le niveau en face, c'était pas le niveau top 15 de la KT. Donc, à voir. Et je pense que pour son combat à la Maison Blanche, parce que c'est sûr à 99% qu'il sera à la Maison Blanche, va falloir hear me out. Il va affronter Abus Magomedov pour moi, parce que Abus Magomedov est allemand, et que je pense que Donald Trump serait très content de voir un Américain tabasser un Allemand. C'est ma théorie, mais je pense premier degré que l'UFC voudrait qu'un Américain tabasse un Allemand à la Maison Blanche. C'est ma théorie. Je fais ce que vous voulez avec la théorie, mais je suis sûr à 99% que ça ferait très plaisir à l'UFC. Donc pour moi, c'est un combat facile pour Bonical. Et pour moi, c'est ce qu'ils vont faire. C'est très simple, il bat Magomedov, il le met dans le top 15. Après, il se débrouille pour lui mettre un adversaire dans le top 10 qui est un peu nul. Et après, voilà, c'est parti. Ils n'ont pas eu de chance. Ils l'ont mis contre Nick de Reader, qui est quand même très solide. Malheureusement, là, ils vont bien ajuster le tir. S'il bat Magomedov à la Maison Blanche, ils vont bien ajuster le tir pour lui mettre un mec un peu nul après et le rentrer dans le top 10 de la KT très facilement. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Vous pouvez dire que je fais un taré, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Bonical va affronter un Allemand pour le mettre KO, ou je sais pas, le dominer pendant 3 rounds et gagner le combat. Voilà. Mais je vois totalement ça avec les chants USA pendant le combat et tout, c'est sûr à 1000%. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Ça serait étonnant. Mais s'ils le font, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ensuite, on rentre quand même dans l'intéressant, la main carte de l'UFC Maison Blanche. Alors, je vous rassure, c'est pas que des combats pour le titre. Mais vous allez voir qu'il y a des combats très intéressants. Le premier, c'est, je pense, le moins intéressant, on va dire. Leon Edwards contre Joel Alvarez. Alors, le combat, il n'y a pas d'Américain là-dessus. Je crois que c'est le premier combat où il n'y a pas d'Américain. Je pense qu'ils vont faire le combat là parce que, à mon avis, ce sera le dernier combat de la carrière de Leon Edwards, qui est quand même un ancien champion, qui a mis KO Kamaru Usman. C'est très solide. Donc je pense qu'ils vont mettre Leon Edwards sur la carte, que ce sera son dernier combat. Et je pense qu'ils vont le mettre contre Joel Alvarez. Parce que Joel Alvarez, c'est quand même très solide. Et Joel Alvarez est espagnol. Et je pense qu'ils vont vouloir propulser un peu un espagnol. Leon Edwards, on sait, il a plus le niveau qu'il avait avant. Il affronte Joel Alvarez, qui est classé 15e, je crois, de la KT. Donc, s'il bat Joel Alvarez, il prend sa retraite sur une victoire. S'il perd, pas grave pour l'UFC, parce que ils auront une nouvelle star. Ils pourront le mettre dans la main card du prochain combat de Topuria. Pour moi, Joel Alvarez, c'est un peu le projet qu'ils vont essayer de faire une bonne carte par le futur, avec des Géorgiens, des Espagnols, avec Topuria en main event, pourquoi pas Merab en main event s'il redevient champion, etc. Je vois totalement ça arriver. Je pense que c'est vraiment pas inintéressant de mettre
Leon Edwards, fin de carrière contre Joel Alvarez. Et dans tous les cas, bon, au pire, Leon Edwards prend sa retraite sur une défaite. Dans tous les cas, je pense pas que Joel Alvarez le mettra KO. Donc bon, il pourra prendre sa retraite, poser les gants, faire une petite interview, partir et finir sa carrière à la Maison Blanche. Du moins, c'est ce que je vois arriver. Ce serait le premier combat de cette carte principale. Même si, connaissant l'UFC, il serait capable de le foutre en carte préliminaire. Mais par respect pour Leon Edwards, je préfère mettre ça en carte principale. Ensuite, le deuxième combat, Cory Sandhagen contre Peyton Talbot. Combat plus intéressant chez les bantamweight. Cory Sandhagen qui a perdu son dernier combat contre Merab, où il s'est vraiment fait défoncer. Voilà, c'est vraiment une humiliation limite. Après, c'était vraiment le Merab hyper chaud. Merab l'année dernière, c'était vraiment quelque chose. Cory Sandhagen s'est fait défoncer, il s'est pris un 18, même 2-18 je crois. Franchement, il a pris très cher dans le combat. Donc il va revenir contre un mec qui est beaucoup plus loin dans le classement. Je pense que Peyton Talbot, à mon avis, ça reste un combat intéressant pour Cory Sandhagen parce que c'est gagnable. Mais en même temps, bon, s'il perd, c'est pas si grave parce que Peyton Talbot, il a un peu construit comme la prochaine grosse star de l'UFC. Ça serait un gros bond en avant pour lui. Mais s'il gagne, Peyton Talbot s'installe dans le top 5 de la KT. Et après, il affrontera un mec genre Oumar Chenomale ou quoi. Donc ça serait quand même hyper intéressant pour Peyton Talbot. Même si, évidemment, pour lui, ça fait quand même un gros step-up de passer à Henry Cejudo en fin de carrière sur son dernier combat à un Cory Sandhagen qui, même s'il s'est fait défoncer par Merab, c'était quand même Merab et Cory Sandhagen, en général, c'est très solide. Encore une fois, deux combattants américains. Dans tous les cas, l'UFC, les États-Unis en général sont pas perdants. Ils seront contents. Il y aura un mec des États-Unis qui va briller. Soit un peu, on va dire, l'ancien la nouvelle génération, soit la nouvelle génération s'impose et l'UFC ont une nouvelle grosse star chez les bantamweight. Donc je pense que là-dessus, ça ferait plaisir à l'UFC, ça ferait plaisir aux fans américains. Je pense que c'est un combat intéressant et je vois bien ça sur la même card de l'UFC Maison Blanche. Ensuite, bon là, faut vraiment hear me out, parce que c'est compliqué. Michael Chandler contre Conor McGregor. Oui, je ne le mets pas en co-main event, je ne le mets même pas en main event, je le mets dans un combat limite random, alors c'est le combat juste avant le co-main event. Pour moi, c'est un combat qui est évidemment très intéressant, mais pour moi, ils vont le mettre là, parce qu'en fait, si le combat est annoncé, je pense que Dana White va le mettre en main event. Maintenant, je pense que c'est plus judicieux pour l'UFC de ne pas miser l'événement sur Conor McGregor, parce qu'on l'a vu en 2023, le combat était annoncé et finalement McGregor a fait non, en fait je peux pas. Donc on sait jamais, on va éviter de faire une bêtise à mon avis du côté de l'UFC, ils vont faire assez gaffe et ils vont pas mettre McGregor en main event. Pour moi c'est assez intéressant de mettre là, c'est quand même un combat sur la main card. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à tout mettre sur oui McGregor va pas se blesser, on va avoir ce combat? Je sais pas. Pour moi ça serait une bêtise de tout miser sur il n'y aura pas de blessure, on aura le combat. Donc pour moi ils vont le mettre à cette place et au cas où j'ai prévu le truc, si jamais il y a un blessé, on monte le poids, etc. Faresiam en backup. Faresiam contre Michael Chandler, ça fait un peu de sens sportivement parlant. Faresiam, ça peut lui faire une très bonne victoire pour s'installer dans le top 10. Si c'est Chandler qui se blesse et que McGregor est là, pour McGregor, c'est comme le moment de prouver que tu as toujours le niveau. T'affrontes pas un mec qui est sur 6 défaites d'affilée, t'affrontes un mec qui a la plus grosse série de victoires chez les lightweight actuellement. Si tu le bats, ça prouve que tu as toujours le niveau, que tu es toujours extrêmement bon. Si tu perds, tu perds contre un mec qui est quand même extrêmement fort, qui est très jeune et qui a tout, qui a son prime, on va dire. Donc, dans tous les cas, Faresiam en backup de ce combat, ça serait très intéressant. Le problème, c'est que si tu mets ça en main event de la White House, ça veut dire que Faresiam est main event de la White House. Et c'est quand même assez chelou dit comme ça. Donc, dans le doute, à mon avis, le plus judicieux, c'est de le mettre avant le co-main event. Au moins, au pire, si le combat est annulé, c'est pas grave, tu perds pas ton main event, tu perds pas le co-main event, tu perds juste un combat sur la main card. Et à la limite, vu les combats que tu as en carte préliminaire, tu peux en faire monter un pour le mettre sur ta carte principale. Et c'est pas très chiant. Donc, pour moi, ce serait la place judicieuse si tu veux mettre Conor McGregor contre Michael Chandler sur la main card. Ensuite, on rentre dans les combats pour le titre, le co-main event. Pas de combat féminin pour moi,
on va mettre Alex Pereira contre Cyril Gane pour le titre intérimaire heavyweight. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce combat et c'est un combat qui me plaît, même si il y a quand même quelques défauts avec ce match-up. Le premier, c'est Alex Pereira combat en heavyweight pour la première fois. Il combat pour devenir champion dans 3 catégories de poids différentes, mais c'est le titre intérimaire. Donc ça serait plus marquant si c'était pour le vrai titre. Donc est-ce que tu mets pour le vrai titre? Je sais pas, parce que Thomas Spinal on sait pas. Alors est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Ne commencez pas à me dire non, c'est pas vrai, il est pas blessé. Non, si, c'est vrai, mais il ferait pas exprès. Le mec il peut faire des millions, il peut se faire des millions en reprenant un combat, il va pas attendre. Le mec il va s'entraîner et il va combattre dès qu'il peut. Là c'est juste dangereux pour lui. Il s'est fait opérer récemment et tout. J'espère que ça va aller, j'espère qu'il y aura la revanche contre Cyril Gane un jour. J'espère juste qu'il va remonter et faire un combat un jour. Donc est-ce qu'ils vont lui enlever le titre? Il y a moyen. En fait moi je veux plus un titre intérimaire et si ça dure trop avec Thomas Spinal, il le transforme en vrai titre. Mais autant limite le mettre pour le vrai titre. Dans le lot, je vais même le mettre pour le titre intérimaire, mais si c'est pour le vrai, c'est pareil. Donc, Alex Pereira contre Cyril Gane, ce qui m'embête, deuxième point négatif, c'est Cyril Gane, le mec, met le dos dans les yeux de son adversaire. Thomas Spinal se prend toute la hate, lui il se prend aucune hate, et le mec, en plus, il revient et affronte Alex Pereira qui monte de KT. Le mec était chez les middleweight, donc Cyril Gane, limite, c'est un peu une free win, techniquement, sur le papier, même si Alex Pereira c'est très fort. C'est limite une win facile pour Cyril Gane, alors que tu as quand même ruiné la carrière du champion. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal sur cette situation avec Thomas Spinal et Cyril Gane. Malheureusement sur le papier c'est excellent, hein. Puis en plus la France, les États-Unis, au niveau de la guerre, etc., on était alliés. Donc voilà, ça fera plaisir. À mon avis, ils seront très contents. Là, Edouard, c'est pareil, c'est un Anglais. Voilà, voilà. Bonnie Cal, Abus Magomedov, je vous ai dit. Peut-être qu'il y aura des flashbacks de la Seconde Guerre mondiale qui vont arriver, hein, je sais pas. Mais pour moi, c'est intéressant. Pour moi, c'est un combat qui est assez intéressant à espérer sur le Gane. Oui, sur le papier, peut-être qu'il y a mieux à faire, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Thomas Spinal va pas combattre avant longtemps. Alex Pereira, il a tout prouvé en light heavyweight. Il peut monter en heavyweight. Laissez le titre à mon ami Prochaska. Prochaska, je serai derrière toi quand tu vas affronter le Berg et que tu vas le défoncer pour devenir champion. Je serai là. Donc franchement, non, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ma vie, ce qu'ils vont faire, c'est Alex Pereira, Cyril Gane et Hulberg contre Prochaska pour le titre des light heavyweight. Donc en common event de la Maison Blanche, c'est un énorme combat. Franchement, tu peux foutre ça en main event d'un pay-per-view facile. Donc franchement, c'est un combat intéressant. Pourquoi pas common event parce que c'est le titre intérimaire. Mais dans tous les cas, c'est un combat hyper intéressant et les gens seraient très très chauds à mon avis si le combat est annoncé. Je pense que les gens seront très très chauds. Enfin, le main event. Qu'est-ce que j'ai mis en main event de la Maison Blanche? Bon, c'est évident, hein. Ilia Topuria contre Justin Gaethje pour le titre lightweight. Justin Gaethje qui a récupéré le titre intérimaire en début d'année. Je pense qu'il va, comme il l'a dit, défendre, combattre Ilia Topuria sur la carte de la Maison Blanche. C'est un combat hyper intéressant, même si évidemment on se dit que Topuria va le mettre au premier round. Moi je vous dis, hear me out une troisième fois. Pour moi, Justin Gaethje, on est à la Maison Blanche, c'est un combattant américain, il main event à la Maison Blanche devant Donald Trump, devant toute l'Amérique. Eyes of the Tiger, Rocky numéro 58, il va le défoncer. Non, non, j'abuse. Mais franchement, je vois totalement une grosse promo pour le combat avec Ilia Topuria qui s'entraîne dans son club de MMA, avec en parallèle Justin Gaethje qui s'entraîne dans la forêt avec la musique Eyes of the Tiger de Rocky, avec vraiment des clips, des promos et tout de fou pour hype le combat, avec Justin Gaethje qui est en portrait en mode Rocky, Ilia Topuria qui est un peu le Drago de Rocky 4 où il tue tout ce qui bouge. Non, ça peut être une dinguerie. Le combat peut être vraiment avoir un marketing de baiser. Malheureusement, évidemment, Topuria va le mettre KO au premier round. Mais bon, écoutez, ça reste divertissant, l'UFC seront contents, il y aura un KO au premier round. Après ça, tu fais Topuria contre Islam parce que Topuria est légitime. Enfin non, tu peux mettre Tsarukyan. Un autre combat qui aurait pu se faire, hein, c'est Tsarukyan contre Benoît Saint-Denis. C'est un combat qui va se faire à mon avis, mais peut-être plus sur un common event d'un pay-per-view. Mais franchement, tu me foutras un petit Topuria Tsarukyan. Parce que à mon avis, Islam va revenir vers octobre pour
combattre Ian Gary, c'est les rumeurs actuellement. Un petit combat contre Ian Gary, ça peut être assez intéressant pour Islam. Ça prouve qu'il a le niveau d'un bon welterweight. Pendant ce temps, Topuria, il affronte Arman Tsarukyan. S'il bat Tsarukyan, tu fais Ilia Topuria contre Islam Makhachev début 2027. T'as ton combat de l'année, le combat de la décennie, le combat que tout le monde veut voir, tu fais en welterweight. C'est parfait. Tu peux faire une chicane pour ça, il faudrait vraiment que les planètes soient alignées. Il faudrait vraiment que Topuria mette KO Justin Gaethje, que Islam batte Ian Gary, que Topuria il batte Arman Tsarukyan, que les deux trouvent un accord au welterweight, que le combat se fasse, qu'il n'y ait pas de blessure ou quoi. Il faut que les planètes soient alignées. Ça va être de plus en plus dur avec le temps qui passe de faire ce combat. Mais je pense qu'on peut y arriver, je pense qu'on peut faire ce combat. Ça serait évidemment le gros banger. Je sais que certains veulent le voir à la Maison Blanche. Mais bon, c'est pas dans les rumeurs. Ça m'étonnerait qu'il le fasse parce que Ian Gary mérite d'avoir un title shot, tout comme Carlos Prates, Morales. Il y a beaucoup de combattants welterweight qui méritent un title shot. Donc ramener un lightweight pour avoir un title shot avant, je trouve ça un peu dégueulasse. De toute façon, il y a un champion intérimaire chez les lightweight. Le champion, c'est Topuria, il doit prendre le combat. Ils vont faire ce combat à la Maison Blanche. Ça m'étonnerait qu'Islam combatte, parce que je l'ai pas dit. Mais normalement, pas de combattant russe sur la carte. Malheureusement, hein, bon, du coup, on n'aura pas de combattant comme Islam. Donc, bon, tant pis, pas de Islam Makhachev. Après, bon, je pense qu'il peut faire une exception pour un Islam Makhachev Ian Gary. Le portrait comme le nouveau Conor Khabib. Ce serait pas étonnant de leur part. Mais bon. En tout cas, du coup, pour moi, donc vous avez bien entendu ces 12 combats, 12 petits bangers. Je pense pas avoir tout bon, évidemment. Apparemment, il y aurait moins de 12 combats, il y aurait 6, 7 combats. Bon, je sais pas. Franchement, je pense qu'ils feront comme une carte normale. Je pense que Donald Trump avait dit 6 combats pour le titre. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait 6 combats pour le titre parce qu'il y a quand même normalement un pay-per-view encore en juin, autre que la Maison Blanche. Un pay-per-view en juillet, août, etc. Bon courage si tu mets 7 combats pour le titre sur la même carte, de faire des combats pour le titre pour les autres cartes. Parce que sinon, tu vas te retrouver en pay-per-view avec un combat de Kevin Holland en main event. Ah, ça va être chelou, c'est mal te le dit. Donc pour moi, voilà, 2 combats pour le titre. Bientôt pour Justin Gaethje, Alex Pereira, Cyril Gane pour le titre des heavyweight. Ça peut être très intéressant, ça peut être une très bonne carte. Hâte de voir les premiers combats quand ils seront annoncés. Peut-être que j'en parlerai dans un short YouTube ou je ferai peut-être une petite vidéo. Je vais essayer peut-être de faire des petites vidéos actualité. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Platy. Bye tout le monde.